Je vais t'oublier dans une semaine. J'ai déjà trouvé mieux. Ma fiancée a ricané, m'humiliant devant sa famille. J'ai simplement repris la bague. Et fait ce que j'avais à faire. Là, elle a explosé. Bon, Reddit. Ma fiancée m'a trompé, m'a humilié publiquement, puis a dit qu'elle m'oublierait en une semaine. Prenez du popcorn. Ça va devenir salement compliqué. Luc ici, 32 ans, de Pittsburgh. 3 années de ma vie parties en fumée pendant un dîner du dimanche, mais honnêtement, la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, laissez-moi planter le décor. Je retape des engins lourds pour gagner ma vie. Des excavatrices Caterpillar, des monstres John Deere, tout ce qui a des vérins hydrauliques et assez de puissance pour raser un pâté de maison. Il y a quelque chose de satisfaisant à prendre une machine complètement foutue et la faire ronronner comme neuve. L'atelier est coincé entre 2 ponts sur la rivière Mont. À midi, je regarde passer les barges de charbon en mangeant le même sandwich que depuis 2 ans, dinde, fromage suisse, pommes, café noir et un vrai thermos. Mon superviseur, Jack, dit que je suis le seul type de 40 ans à encore apporter un thermos au travail. Coupable, votre honneur. Les mardis et jeudis soirs, je m'entraîne au club de boxe de Kozlov, sur la South Side, une salle à l'ancienne qui sent le cuir et des décennies de sueur. Coach Kozlov n'est pas bavard. Il corrige ta posture d'un coup de canne ou d'un grognement en russe. Mais voici ce qui compte vraiment dans cette histoire, ma voiture de projet. Une Dodge Challenger de 1973 que j'ai sortie d'un champ dans le comté de Washington. Une vraie épave quand je l'ai achetée. Mais le moteur d'origine, un 340 Small Block, respirait encore sous toute cette rouille. Le châssis était solide, et je la ressuscitais lentement depuis 2 ans et demi. En ce moment, j'hésitais entre garder la boîte automatique Torque-Fleet d'origine ou passer à une Tramex 5 vitesses. Les puristes auraient leur mot à dire. Mais c'est ma bagnole, pas la leur. Mon pote Ray pense que je suis dingue de faire une restauration complète tout en préparant un mariage. Ray est mon meilleur ami depuis notre service dans la garde nationale. Il bosse maintenant dans la sécurité. Pour lui, tout a besoin de caméras et de contrôle d'accès. C'est aussi le gars qui m'a sauvé la peau dans cette histoire. Alors souvenez-vous de Ray. Ce type, c'est le vrai MVP. Après son divorce désastreux il y a 2 ans, Ray m'a convaincu de commencer à mieux documenter les choses. La mémoire flanche, mais les reçus, eux, ne mentent pas, dit-il toujours. Un homme intelligent. Concernant les dépenses du mariage, Fiona et moi avions convenu en février dernier de tout partager 50-50. J'ai les messages pour le prouver. 12 février, ces mots exacts, c'est logique, on est 2 adultes avec un emploi. J'ai donc commencé à tout noter. La compte du lieu de réception, 2800 $. Je l'ai payé, je lui ai envoyé le reçu, et demandé sa moitié. Elle m'a envoyé 1400 $ 3 semaines plus tard avec une histoire bidon de commission en retard. Ça semblait plausible à l'époque. Elle vendait de l'immobilier, donc ses revenus pouvaient fluctuer. Non. Faux. Le traiteur voulait 2200 $ d'avance. Même scénario. J'ai payé. Elle a envoyé 800 $, promettant le reste la semaine suivante. Pendant ce temps, et c'est là que j'aurais dû voir le drapeau rouge, elle postait sur Instagram des stories dans des restos hors de prix, des week-ends entre copines, des sacs de luxe, des journées spa, des concerts, mais jamais d'argent pour le mariage qu'on devait financer ensemble. Je n'ai rien dit. Ce n'est pas mon genre de créer du drame à propos d'argent avec la femme que je pensais épouser. Mais j'ai gardé les preuves. Voici la chose avec la mécanique diesel, les problèmes ne mentent pas. Tu diagnostiques, tu commandes les bonnes pièces, tu répares correctement, et tu passes au suivant. Les gens? Beaucoup plus compliqué. Fiona traitait notre mariage comme son couronnement personnel. 3 tableaux Pinterest, des fichiers Excel de prestataires, un classeur d'organisation aussi épais qu'un annuaire. Elle parlait de centres de table et de police d'invitation comme si c'était des affaires d'État. Pendant ce temps, je payais tout en voyant notre compte d'épargne se vider, pendant qu'elle se concentrait sur l'aspect créatif. Elle glissait souvent des indices sur l'idée d'un lieu plus prestigieux ou d'une liste d'invités plus grande, parce que les gens nous jugeront si on fait cheap. Quand je lui rappelais qu'on avait déjà atteint la limite de notre budget, elle suggérait que je fasse des heures sup ou que je vende la Challenger pour financer ce qui compte vraiment. Et c'est là que tout a explosé. Un mardi, elle a annoncé, pas demandé, annoncé, que sa famille voulait nous voir pour le dîner de dimanche. Sa mère devait coordonner les derniers détails. J'ai dit que je viendrais à 15 h, après avoir fini d'installer les nouvelles bagues de suspension sur la Challenger. Elle a levé les yeux au ciel, lançant que je priorisais toujours mon petit passe-temps au détriment des obligations familiales. Quand j'ai fait remarquer qu'on ne peut pas bâcler une suspension de précision sans tout foirer, elle a répondu que j'aurais dû y penser avant de gaspiller de l'argent dans une vieille carcasse. Bien sûr. Parce qu'être prévoyant, c'est apparemment un défaut de caractère. Dans la réparation d'engins lourds, tu apprends à repérer les signes avant-coureurs avant la panne totale. Si tu les ignores, tu finis avec une reconstruction complète du moteur. Ou pire. J'aurais dû appliquer la même logique à ma relation. Ouais, j'étais sur le point d'en tirer une leçon à la dure. Dimanche après-midi arrive, et je me pointe chez les parents de Fiona pile à 15 h.
J'avais passé la matinée à presser de nouvelles bagues dans les bras de suspension de la Challenger, donc mes mains étaient frottées au savon Ponce et mes ongles nettoyés à la brosse métallique. Sa sœur Janet était là avec son mari, le père de Fiona s'occupait du barbecue dehors, et sa mère gérait la cuisine. La première heure, tout semblait normal. Petite conversation, météo, boulot, projet de vacances. Fiona, elle, vérifiait sans arrêt son téléphone et souriait à des messages, ou changeait de sujet dès qu'on parlait de la Challenger ou de mon travail. Des signaux rouges flagrants, mais vous savez comment on minimise les choses. Le tournant s'est produit quand Janet a demandé nos projets de lune de miel. Fiona s'est lancée dans une tirade sur des forfaits de resort de luxe et des vols en première classe, rien de tout ça n'avait été approuvé, bien sûr. Puis elle a enchaîné sur le fait que certaines personnes ne faisaient pas leur part financièrement pour réaliser leur rêve commun. Elle me fixait droit dans les yeux en disant ça. Ensuite est venue la démolition méthodique de tout ce que j'aimais. Ma petite voiture de collection était un gaspillage d'argent qui aurait dû servir à notre avenir. Si seulement j'avais de vraies ambitions au lieu de me contenter de la médiocrité, on pourrait se permettre le mariage qu'elle mérite vraiment. Janet a eu un rire nerveux, mais j'ai vu le regard entendu qu'elle a échangé avec la mère de Fiona. C'était une embuscade planifiée, et j'étais l'invité d'honneur. Fiona continuait sur sa lancée. Mon boulot était acceptable pour quelqu'un sans ambition. La maison que je loue était honteuse à montrer. Ma routine était étouffante, et mes amis dératés. Apparemment, elle se contentait de moi tout ce temps, espérant que je maturerais et que je voudrais plus de la vie. Puis est venue la révélation, le fameux Kevin. Pas juste un ami, selon elle, mais quelqu'un qui a de l'ambition et sait ce qu'il veut dans la vie. Quelqu'un avec une vraie carrière, qui l'emmène dans des endroits qui comptent et la traite comme elle le mérite. Ils étaient proches depuis des mois. Et il lui avait montré ce qu'est la vraie alchimie. Elle a dit tout ça pendant que sa famille hochait la tête, comme s'ils étaient déjà au courant. Ces gens étaient complices. Le père de Fiona avait cessé de retourner la viande sur le grill. Janet était figée dans l'embrasure de la porte de la cuisine, faisant semblant de faire défiler son téléphone. La pièce avait cette drôle d'énergie qu'on ressent juste avant qu'une explosion n'éclate. Puis Fiona m'a regardé droit dans les yeux et a tordu sa bague de fiançailles pour la retirer de son doigt. Tu sais quoi? J'en ai complètement fini avec cette mascarade. Elle me l'a jetée. Pas rendue. Jetée, comme si elle voulait me blesser avec. La bague a rebondi sur ma poitrine avant de ricocher sur le plancher en bois, produisant ce bruit métallique sec. Une sortie vraiment élégante. De toute façon, c'est une bague bon marché. Comme tout le reste dans cette relation. Elle s'est tournée vers sa famille. Vous saviez qu'il a acheté ça dans un magasin de bijoux à rabais? Kevin, lui, ne serait jamais aussi radin pour quelque chose d'aussi important. La pièce est devenue silencieuse, à part le monologue de Fiona. 3 ans de ma vie gaspillée avec un type qui croit que réparer des camions, c'est une carrière, et passer ses week-ends dans un garage, un mode de vie. Je mérite tellement mieux que ça. Elle m'a regardé avec un mépris pur. Je t'oublierai dans une semaine. Franchement, j'en suis déjà à la moitié. Voilà le truc, Reddit. À ce moment-là, j'ai ressenti une étrange paix m'envahir. Pas de la colère, pas de la douleur, juste une lucidité totale, la compréhension limpide que j'étais en train de voir quelqu'un se révéler exactement tel qu'il était. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à l'endroit où la bague avait atterri, et je l'ai ramassée. Alliance en or blanc avec un diamant d'un quart de carat, pour laquelle j'avais économisé 4 mois. Achetée chez un bijoutier respectable, pas dans un magasin de bas de gamme. Pas cher selon certains standards, mais elle représentait 4 mois de rigoureuse gestion et d'heures supplémentaires. Je l'ai glissée dans ma poche, je me suis dirigé vers le père de Fiona, qui se tenait près de la porte coulissante, et j'ai retiré la clé de secours de Fiona de mon trousseau. Merci pour le dîner, monsieur Parker. C'est tout. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas corrigé ses mensonges sur la bague. Je n'ai pas rappelé qu'elle dépensait mon argent pendant qu'elle me trompait. À quoi bon? On ne discute pas avec quelqu'un qui a déjà décidé de t'humilier devant les siens. J'ai traversé la salle à manger où tout le monde était soudainement captivé par son assiette. Arrivé à la porte d'entrée, j'ai sorti mon téléphone. Un seul mot envoyé arrêt, mis en œuvre. Le temps que j'atteigne la fin de l'allée, le Silverado devrait s'arrêter déjà au bord du trottoir. Timing parfait. Parce qu'on avait prévu cette éventualité. Ray n'a posé aucune question. Il n'est pas allé vérifier à l'intérieur. Il a juste baissé sa vitre et m'a fait signe de monter. Eh bien, a-t-il dit une fois qu'on était sur la route principale, soit c'était le dîner du dimanche le plus court de l'histoire, soit la rupture la plus efficace que j'ai jamais vue. Mon téléphone vibrait déjà, probablement des messages de Fiona, mais je n'ai pas regardé. Inutile de lire les débris émotionnels à chaud. Le trajet jusqu'à chez moi a pris 12 minutes. Assez de temps pour commencer une liste mentale, changer les serrures. Gérer les comptes bancaires. Mettre à jour les contacts d'urgence au travail. Annuler les prestataires du mariage autant que possible sans trop de pénalités. Les priorités pratiques d'abord. L'émotionnel pouvait attendre. Mais ce qui me foutait vraiment en rogne, c'est ça, elle avait orchestré toute cette mise en scène humiliante alors qu'elle me devait encore de l'argent. Elle utilisait notre compte commun pour financer sa liaison, puis elle osait me traiter de radin devant sa famille.
Le niveau de manipulation était presque impressionnant, si on aime ce genre de choses. Lundi matin, 6 heures précises. Première mission, les serrures. Pas juste changer le code, non, j'ai remplacé tout le système du pen dormant par un modèle slash de grade 1 recommandé par Ray, le pro de la sécurité. 45 minutes et 68 $ chez Home Depot. L'ancien matériel, je l'ai mis dans ma caisse à outils comme secours. Fiona m'avait envoyé 18 messages dimanche soir et appelé 11 fois avant 7 heures lundi matin. J'ai tout lu, tout screenshoté, puis bloqué son numéro. Les messages commençaient par de fausses excuses, je ne le pensais pas comme ça, puis viré à la rage pure, tu ne peux pas m'ignorer comme ça, avec plusieurs menaces de venir récupérer ses affaires au passage. Incroyable comme, je t'oublierai en une semaine, s'était transformé en harcèlement en une nuit, non? Au boulot, journée normale. J'ai passé lundi à reconstruire la pompe à injection d'une Caterpillar 329 de 2019, et j'ai profité de ma pause déjeuner pour mettre à jour mon dossier RH. J'ai retiré Fiona de mes contacts d'urgence, de mon assurance, de mon compte retraite. J'ai mis Ray en contact principal et mon frère en secondaire. Lundi soir, j'ai commencé ce que j'appelle l'audit. Compte courant commun, 3 847 $ et 32 cents. Épargne commune, 12 203 $ et 18 cents. Abonnement partagé, Netflix, Spotify, salle de sport. J'ai téléchargé les relevés des 12 derniers mois, pris des captures d'écran de tout, et noté ce que je pouvais modifier seul et ce qui nécessitait 2 signatures. Le dossier des prestataires du mariage était plus complexe. J'ai tout organisé dans des chemises cartonnées, contrats, échéanciers, politique d'annulation, calcul de remboursement. En lisant les petites lignes, je me suis rendu compte que la plupart des prestataires étaient plutôt raisonnables. Le traiteur, annulation 2 semaines à l'avance égale remboursement à 60%. Le lieu, préavis de 30 jours, dépôt remboursé moins 350 $ de frais de dossier. Le Digi, politique à 10 jours, remboursement complet si annulation plus de 2 semaines avant la date. Puis je suis retombé sur les messages de février où Fiona avait accepté de partager les dépenses. Ces mots exacts, c'est logique, on est 2 adultes avec un emploi. Capture d'écran sauvegardée avec l'horodatage bien visible. J'ai ouvert un carnet pour tenir un journal d'incidents. Date, heure, description de toute tentative de contact. Des faits, rien que des faits. Exemple, 23 octobre, 18h22, appel d'un numéro masqué, non répondu. Mardi, à la boxe, coach Kozlov m'a fait travailler les enchaînements sur le sac lourd. Mon timing était à la ramasse. Il a tapé mon épaule avec sa canne. Tu retires ton poing trop vite. Suis le mouvement, puis garde la garde. Mercredi, Ray est passé après le boulot avec des bacs en plastique et son étiqueteuse. On a fait le tour de ma maison, pièce par pièce, pour identifier ce qui appartenait à Fiona. Quelques vêtements dans le placard, des produits de toilette, une quinzaine de livres, une tasse qu'elle disait au porte-bonheur, et ce coussin hideux qu'elle avait acheté pour le canapé. 3 ans de vie commune, et toute son empreinte tenait dans 2 boîtes. De quoi te faire réfléchir sur ce à quoi elle tenait vraiment, non? Chaque objet a été photographié et noté dans une liste claire. Quand elle viendrait chercher ses affaires, il n'y aurait aucun débat sur ce qui était à elle ou à nous. Ray m'a aussi aidé à créer un tableau Google partagé répertoriant toutes les dépenses du mariage et les contacts des prestataires. Mise en page propre, délai d'annulation surligné en rouge, pourcentage de remboursement calculé automatiquement. Ce mec est un génie de la feuille de calcul. La Challenger est devenue ma thérapie du soir. J'ai commencé à démonter entièrement l'intérieur, banquette, panneaux de porte, tableau de bord, moquette, ciel de toit, tout soigneusement étiqueté au ruban adhésif et rangé dans la chambre d'amis. Le faisceau électrique devait de toute façon être remplacé, et j'avais repoussé l'inspection des conduites de frein. J'ai commandé des pièces en ligne, une pipe d'admission et Delbroc pour le 340, un système d'allumage MSD, de nouvelles housses de siège pour la future sellerie, juste une progression constante sur quelque chose qui m'appartenait entièrement. Vendredi, j'avais repris le contrôle total. Accès de Fiona supprimé partout où c'était possible, documents partagés organisés avec les échéances critiques signalées, ses affaires inventoriées et prêtes à être récupérées, nouvelles serrures posées, journal d'incidents à jour, compte sécurisé. Le mariage devait avoir lieu dans 6 semaines. La plupart des prestataires avaient des politiques d'annulation favorables si j'agissais vite et suivais les procédures à la lettre. 3 ans de relation s'achevaient, mais les dégâts financiers restaient gérables. À condition de rester organisé et de ne pas laisser les émotions diriger. Ce que j'ai fait. Mardi matin, 6h30. Il était temps d'appeler les prestataires avant d'aller bosser. La coordinatrice du lieu a décroché à la 2e sonnerie. J'ai cité la clause 4.2 du contrat sur les annulations sous 30 jours, donné notre référence de réservation et demandé une confirmation écrite. Elle m'a mise en attente pendant 3 minutes, puis est revenue avec un numéro d'annulation. Elle a confirmé que le remboursement du dépôt, moins les frais de traitement, prendrait de 7 à 10 jours ouvrables. Prochaine étape, le traiteur. Délai de 2 semaines, politique de remboursement à 60% clairement stipulée dans le contrat. J'avais payé les 2200 $ d'acompte 7 semaines plus tôt, donc j'avais droit à 1320 $ de remboursement. Le propriétaire m'a demandé une annulation écrite,
alors j'ai immédiatement envoyé un email avec les références du contrat et les détails de notre appel téléphonique. Le DJ offrait un remboursement complet si l'annulation avait lieu plus de 7 jours avant l'événement. Appel simple. Chaque conversation a été documentée, date, heure, interlocuteur, numéro de confirmation, montants attendus. Quand je suis parti au travail, j'avais annulé 6 prestataires et prévoyais d'en appeler 2 autres pendant ma pause déjeuner. Tous les remboursements retournaient sur mon compte, puisque c'était moi qui avais fait les paiements. Comme quoi, être le radin qui paie réellement les factures a ses avantages. L'affaire de la bague a été réglée jeudi. Je l'ai apportée chez Morrison & Fine Jewelry, à Shadyside. L'expert l'a examinée pendant environ 8 minutes, a vérifié la qualité du diamant sur les tableaux de référence, puis m'a proposé un prix équivalent à environ 65% du prix de vente. Une offre juste pour une vente rapide sans complications. Je suis reparti avec un chèque de $1680. De quoi commander le kit de reconstruction de suspension que je regardais pour la Challenger, plus les bons outils de câblage et la visserie intérieure. Parfois, les ordures se sortent toutes seules et paient même pour le privilège. Les démarches pour le tribunal des petites créances ont pris plus de temps que les annulations. Le système de Pennsylvanie propose des formulaires simples en ligne, mais je voulais que tout soit correctement déposé dès la première fois. La plainte était claire, Fiona me devait sa part convenue des dépenses de mariage non remboursables. J'ai imprimé le fil de message de février, où elle avait écrit « C'est logique, on est 2 adultes avec un emploi ». J'ai surligné cette phrase en jaune. Ajouter des copies de tous les reçus. Le dépôt du lieu, $350 de frais de traitement. Le photographe, $420 non remboursables, plus plusieurs petites charges irrécupérables. Montant total de la réclamation, $1247. Ray est venu jeudi soir vérifier mes calculs et organiser le dossier de preuve. Il a imprimé des intercalaires, classé les documents chronologiquement avec des onglets de résumé, un vrai ninja juridique. Les frais de dépôt, $78. Payé vendredi matin au tribunal du centre-ville. J'ai obtenu mon numéro de dossier et planifié la notification officielle pour la semaine suivante. La greffière m'a expliqué que Fiona aurait 30 jours pour répondre après avoir été officiellement notifiée. Dimanche, j'avais le contrôle total de la situation. Les remboursements des prestataires suivaient les délais annoncés. Les documents du tribunal étaient déposés avec toutes les preuves requises. Les affaires de Fiona étaient empaquetées et prêtes à être récupérées. J'ai envoyé un message à sa sœur, Janet. Les affaires de Fiona sont prêtes. Quel jour te convient? Simple, logistique. Pas d'émotion, pas de drame. La réponse est arrivée 3 heures plus tard, rendez-vous fixé au mardi à 18 h. Aucune communication directe avec Fiona, parfait pour tout le monde. J'ai refermé mon classeur organisé et parcouru une dernière fois ma checklist. Remboursement en attente, $4350. Dossier de petite créance, $1247. Bien personnel prêt pour transfert. Contact d'urgence mis à jour, serrure changée, compte sécurisé. 4 semaines de travail méthodique pour démêler 3 ans de vie commune. Pas mal pour quelqu'un qui, apparemment, ne comprend pas ce que c'est de vivre vraiment. J'ai rangé mon téléphone dans le tiroir de la cuisine et suis retourné au garage. Le système de frein de la Challenger n'allait pas se reconstruire tout seul, et j'avais de nouvelles pièces à monter. Et puis, travailler avec mes mains vaut mieux que ruminer un drame sentimental. Les harcèlements ont commencé par des SMS de numéros inconnus jeudi, 2 jours après que Fiona ait récupéré ses affaires. Même manipulation, nouveaux indicatifs. Pittsburgh, Philadelphie, même quelques numéros de l'Ohio. J'ai fait des captures d'écran de chaque message avant de bloquer les numéros. Il fallait établir un schéma. Exemple de jeudi soir. Tout le monde sait que tu fais ton gamin pour rien. Ma famille te trouve pathétique. Vendredi. Kevin me traite comme une reine. Toi, tu n'as jamais su apprécier ce que tu avais. Samedi. J'ai tout raconté à mon boulot, ton petit caprice. Tout le monde pense que tu te comportes comme un enfant. Dimanche. Tu peux m'ignorer autant que tu veux, tu ne trouveras jamais mieux que moi. Chaque capture était enregistrée dans un dossier avec l'heure et la date. Le schéma était évident, manipulation 101, tout droit sorti du manuel. Puis, des bribes de conversation ont commencé à me revenir. D'après des amis communs, Fiona racontait à tout le monde que je l'avais abandonnée lors d'un dîner de famille, que j'avais volé la bague de fiançailles et refusé de payer ma part des dépenses du mariage. Elle se peignait en victime, en oubliant commodément la tromperie, l'humiliation publique et sa dette envers moi. Très intéressant. L'incident au travail a eu lieu le mercredi suivant. Je quittais le chantier vers 5h45 quand notre agent de sécurité m'a intercepté près du portail. Fiona était garée sur le parking visiteur et avait tenté d'entrer dans la zone de l'entreprise quand elle m'a vu arriver avec mon camion. Quand il lui a demandé de partir, elle a prétendu être ma fiancée, disant qu'il y avait une urgence familiale. Elle lui a raconté que je refusais de lui rendre ses affaires et qu'elle devait les récupérer dans mon camion de travail. Une pure invention. Elle avait déjà tout récupéré, les 2 boîtes, ni plus ni moins. J'ai ajouté ça à mon journal et appelé le numéro non urgent de la police le soir même. J'ai expliqué le schéma de ces tentatives de contact, donné la référence de l'incident au travail, et demandé qu'un dossier soit ouvert à titre de documentation.
L'officier était professionnel, méthodique. Il ne m'a pas pris pour un parano. Voici ce qui compte pour nous, a-t-il dit. Votre documentation est exactement ce qu'on veut voir. Date, heure, description précise. Continuez comme ça. Il m'a conseillé de noter chaque incident, même mineur. Si elle revenait au travail ou chez moi, je devais appeler pendant que ça se produisait, pour qu'il puisse constater sur place. Et toujours mentionner le numéro de dossier, pour suivre le degré d'escalade. Puis la vraie bombe est tombée, le ETE sur Kevin, environ 2 semaines plus tard, via un ami commun. Et là, waouh. Les détails rendaient le comportement de Fiona encore plus calculé que je ne l'imaginais. Kevin n'était pas un simple ami qui lui aurait soudain fait redécouvrir la passion. Ils se fréquentaient depuis au moins 8 mois, avant même qu'on signe le contrat final du lieu de mariage, celui dont je payais désormais les frais d'annulation. Fiona postait déjà des photos avec lui sur ses réseaux privés, tout en jouant la fiancée modèle en public. La femme de Kevin a découvert des messages explicites datant de mars, où Fiona se plaignait de devoir faire semblant d'être heureuse avec quelqu'un d'aussi ennuyeux tout en planifiant un mariage qu'elle ne voulait plus vraiment. Il y avait même des captures où elle demandait à Kevin de l'aider à sortir de ce piège sans passer pour la méchante. L'affaire n'était donc pas une passion spontanée, mais une stratégie de sortie calculée avec plan de secours. Absolument diabolique. La femme de Kevin a appelé le bureau immobilier de Fiona après avoir trouvé des photos de vacances prises un week-end où Fiona m'avait dit qu'elle rendait visite à sa grand-mère malade à Cleveland. En réalité, Fiona avait réglé l'hôtel avec notre carte de crédit commune et m'avait menti quand je lui avais demandé à quoi correspondait cette dépense. Kevin a déménagé temporairement après que sa femme l'a confronté, mais apparemment, il a dit à Fiona que leur relation n'était pas assez sérieuse pour justifier de détruire son mariage. Elle avait perdu à la fois son amant et son fiancé dans la même semaine, ce qui expliquait le harcèlement de plus en plus intense. En fin de compte, son roi ressemblait plutôt à un bouffon de cour qui s'enfuit dès que les choses deviennent réelles. J'ai continué ma routine malgré tout. Boxe avec le coach Kozlov 2 fois par semaine, qui continuait à corriger ma tendance à baisser la garde entre les combinaisons. La restauration de la Challenger avançait bien. J'avais terminé l'installation correcte des conduites de frein et commencé à reconstruire le faisceau électrique avec des circuits étiquetés et du fil calibré à la bonne jauge. Le projecteur à détection de mouvement que Ray avait installé fonctionnait parfaitement, il se déclenchait à chaque fois que quelqu'un approchait de l'allée, ce qui s'est avéré utile pour documenter les tentatives de surveillance. 4 passages de voitures ce mois-là, tous enregistrés avec date, heure et durée. À la mi-novembre, le schéma était suffisamment clair pour que la police me conseille de continuer la documentation et d'envisager une ordonnance de protection si le comportement dépassait la surveillance ou les tentatives de contact. Je n'en étais pas encore là, mais mon journal d'incidents s'épaississait. Toute cette histoire donnait l'impression d'assister à l'implosion de la vie de quelqu'un d'autre au ralenti, tandis que la mienne restait sur les rails. Les remboursements des prestataires avaient été effectués comme promis. L'audience au tribunal des petites créances était prévue pour début décembre. La Challenger prenait enfin forme. 2 mois plus tôt, je préparais un mariage, désormais, je documentais un harcèlement et reconstruisais une voiture de collection. J'ai ajouté une note à mon journal ce vendredi soir, après que la lumière de détection se soit allumée 3 fois entre 21h30 et 22h15. Même onde argentée, même allure lente, même repérage. J'ai refermé le carnet et les rangé dans le tiroir de la cuisine. Et peut-être qu'il était temps de commencer à dire oui quand les gens m'invitaient à sortir du boulot et de la salle de boxe. Comme quand Laura, de la casse auto, avait mentionné qu'elle avait besoin d'aide pour déplacer des composants de transmission pour son projet de Camaro ce week-end. Samedi matin, à la casse sur la route 19. Ouverture à cette heure précise, et Laura était déjà là, en train de parler au propriétaire des rapports de démultiplication d'une Camaro Z28 de 1969. Elle avait ses spécifications dans un petit carnet et savait exactement quelle combinaison de transmission fonctionnerait avec le rapport du pont arrière de sa voiture. La boîte T56 qu'on devait récupérer pesait 1 tonne, peut-être 70 kg avec le carter d'embrayage. On l'a chargé proprement, avec des couvertures et des sangles de maintien. Travail de pro, aucun filetage endommagé, aucune rayure. Laura a remarqué mon classeur d'organisation sur le siège passager quand j'ai attrapé mes gants de travail. Elle n'a pas posé de questions indiscrètes, ce que j'ai apprécié. Sur le trajet du retour, elle m'a dit qu'elle bossait sur la Camaro depuis environ 14 mois. Moteur refait par un pro, suspension réglée, mais la boîte auto était fatiguée et elle voulait passer en manuel. « Tu veux voir sur quoi je bosse ?» ai-je demandé en rentrant dans mon quartier. Son pick-up a suivi le mien dans l'allée, et on est allé au garage. La Challenger ressemblait enfin à une vraie restauration en cours. Laura a examiné la disposition des conduites de frein sur lesquelles je travaillais. « Tu les fais passer le long du châssis ?» « Ouais. » Loin de la chaleur de l'échappement et des projections de la route. Elle a hoché la tête, suivant du doigt une courbure autour d'un point d'ancrage de suspension. « Bonne idée. T'as prévu la course de suspension à l'avant ?» « Oui. 2 pouces de débattement dans chaque direction, roue braquée à fond, plus la marche pour les buter. » On a discuté technique pendant une quinzaine de minutes, juste 2 passionnés qui comprennent que les détails comptent et que les raccourcis se paient plus tard. Elle savait manier les outils et ne me demandait pas de régler ses problèmes à sa place.
Mon téléphone a vibré, message de Ray vers midi. Plan de groupe pour le week-end prochain, karting dans le South Hills. Il avait trouvé un endroit avec de vraies cartes de course, pas des jouets pour touristes, et voulait organiser une session le samedi soir. Il y a une sortie karting avec Ray le week-end prochain, ai-je dit à Laura pendant qu'elle rangeait ses outils. Tu veux venir? Quel genre de carte? Connaissant Ray, probablement trop rapide et pas assez sûr. Elle a ri. Ça a l'air dangereux. Quelle heure? Samedi, 18h. Je l'ai ajouté au groupe de discussion avec Ray pour organiser les détails. Mardi soir, en quittant le travail, j'ai repéré la Honda argentée familière à 3 rues de la sortie du dépôt. Même allure calculée. Même comportement de surveillance évident. J'ai eu le temps de lire la plaque en entier cette fois, KDJ 4397, immatriculation de Pennsylvanie. Je l'ai noté dans mon journal en rentrant chez moi. Vendredi soir, Laura a confirmé par message qu'elle participait au karting. Ray lui avait apparemment prouvé que c'était une vraie course et pas un truc de foire. Je te préviens, je suis ultra compétitive dès qu'il y a des roues et un moteur, avait-elle ajouté. 2 semaines avant l'audience du tribunal. Karting le lendemain soir. Remontage intérieur à finir ce week-end sur la Challenger. La documentation du harcèlement était complète, je pouvais enfin arrêter d'y penser activement. Parfois, la meilleure solution à des problèmes extérieurs, c'est de se concentrer sur des projets concrets, et passer du temps avec des gens qui respectent le vrai travail manuel au lieu de penser que réparer des moteurs, c'est le jouer aux mécanos. Le complexe de karting était caché derrière un centre commercial à Mount Oliver. Installation professionnelle, une vingtaine de cartes de course et une piste d'un quart de mile avec vraie barrière de sécurité. On a signé les décharges, mis les casques et les harnais. Les cartes étaient du vrai matériel de compétition, moteur Rotax, sièges ajustables, direction ultra réactive. Aucun de nous n'avait couru avant, mais Laura a vite trouvé la trajectoire idéale, pendant que Ray commentait bruyamment chaque autre pilote sur la piste. On roulait depuis environ 15 minutes sur une session de 20 quand j'ai entendu des éclats de voix dans la zone des stands. La voix de Fiona perçait au-dessus du bruit des moteurs et des pneus. Je me suis dirigé vers la voie des stands et j'ai arrêté mon kart. Ray et Laura m'ont suivi, retirant leur casque. Fiona se disputait avec le personnel, pointant dans notre direction. Elle nous avait suivis jusque-là. On s'en va, ai-je dit en me levant du kart et en marchant vers la zone de retour d'équipement. Fiona a forcé le passage, marchant droit vers moi, le visage rouge, débitant à toute allure qu'il fallait résoudre la situation et que je l'embarrassais en me pavanant avec d'autres. Je continuais simplement à marcher vers la sortie. « Monsieur, n'intervenez pas, s'il vous plaît », lança le responsable du circuit. « Nous gérons la situation. » Fiona a attrapé mon casque, que je tenais par la jugulaire. J'ai reculé, mais elle a de nouveau tendu la main et a griffé la visière. Le casque a tourné dans ma main et s'est écrasé au sol, se fissurant sur le béton. Un superviseur est immédiatement arrivé, a examiné le casque, et a demandé à Fiona sa pièce d'identité et ses coordonnées. Elle a refusé de montrer une carte, mais a donné un numéro de téléphone. Il a tout noté sur un rapport d'incident, en citant la clause du contrat de location stipulant la responsabilité en cas de dégradation d'équipement. « Madame, vous serez facturée pour le remplacement du casque. Et vous devez quitter les lieux immédiatement. » Ray, bras croisés près du retour des cartes, a lancé. « Félicitations, Fiona. Tu viens de décrocher une interdiction à vie de faire du karting. » Pause. C'est sûrement une première, même pour toi. La sécurité est arrivée et lui a remis un avis formel d'interdiction de site. Le gérant m'a donné une copie du rapport d'incident et confirmé que les caméras de surveillance avaient tout enregistré. Il a précisé que si la facture n'était pas payée, il lancerait une procédure de recouvrement standard. Soyons clairs, ai-je dit à Fiona pendant qu'elle passait escortée par la sécurité. C'est fini. Définitivement. Reviens près de moi, et tu verras ce qui se passera. 20 minutes plus tard, on était de retour sur la piste, dans d'autres cartes, pour finir la session. Laura a remporté la dernière course, pendant que Ray continuait de commenter la stratégie de course et les points de freinage optimaux. En rentrant chez moi, j'ai ajouté le rapport d'incident à mon dossier. L'audience au tribunal des petites créances était prévue pour le mardi suivant. Ma documentation couvrait désormais 4 mois de comportement de plus en plus instable. Un casque de course endommagé s'intégrait parfaitement dans la chronologie déjà établie des dégradations matérielles et des confrontations publiques. Il était temps de laisser le système judiciaire gérer ce que le bon sens et la décence élémentaire n'avaient pas pu résoudre. Audience au tribunal des petites créances, mardi matin, 9h30. Je suis arrivé 20 minutes en avance, mon dossier complet sous le bras. Fiona est arrivée à 9h25, sans avocat, avec une chemise cartonnée qui avait clairement été assemblée la veille au soir. Le magistrat a appelé notre affaire à 9h35 et m'a demandé de présenter ma réclamation en premier. J'ai déroulé les dépenses du mariage dans l'ordre chronologique, cité notre accord écrit, et expliqué quels coûts étaient non remboursables après annulation, $1247, plus $78 de frais de dépôt. Fiona a argumenté que j'avais annulé le mariage unilatéralement, et qu'elle ne devait donc pas être responsable des dépenses que j'avais choisi d'engager.
Le magistrat lui a demandé si elle avait une preuve écrite démontrant qu'elle n'avait pas accepté de partager les frais à parts égales. Elle n'en avait pas. Il lui a demandé si elle contestait les montants ou les dates d'annulation. Elle ne les contestait pas non plus. Jugement en faveur du plaignant, 1325 $ au total. Le juge a tamponné l'ordonnance et m'a remis la copie officielle. 15 minutes de témoignage, 5 minutes de délibération, 3 ans de relations réduits à du droit contractuel et à des documents bien rangés. Fiona a payé le jugement dans le délai de 15 jours imposé par le tribunal. La facture du centre de karting a également été réglée. La surveillance a complètement cessé après le jugement, problème résolu par la voie légale et la documentation méticuleuse. Le moteur refait du 340, venant du comté de Butler, avait été installé la semaine avant le tribunal. La Challenger a démarré pour la première fois un samedi matin, à la mi-décembre. Et juste au moment où je pensais être sorti de tout ce cirque, la grande finale est arrivée. Et laissez-moi vous dire, c'était savoureux. 3 semaines après l'audience, j'étais dans le garage vers 21 h, en train de travailler sur l'intérieur de la Challenger, quand le projecteur à mouvement s'est allumé. Laura était là, m'aidant à poser les nouvelles housses de siège. On a levé les yeux en entendant une portière claquer dans l'allée. Fiona est apparue au coin du garage, titubant, visiblement hors d'état. Elle portait un pantalon de pyjama et un sweat à capuche, les cheveux en bataille comme si elle dormait dans sa voiture. L'odeur de substance, alcool ou pire, nous a frappés à 3 mètres. « Te voilà » a-t-elle bredouillé en me pointant avec ce qui ressemblait à une canette à moitié vide. « Tu vis ta petite vie misérable dans ce garage pathétique. » Laura m'a lancé un regard surpris. « Oh, pitié. C'est, ouais » ai-je soufflé. Malheureusement, Fiona a repéré Laura et son visage s'est tordu de rage. « C'est quoi ce cirque ? T'as déjà remplacé ton ex par une espèce de sorcière au hasard ?» Laura a éclaté de rire et a continué son travail. « Ma grande, j'ai reconstruit plus de moteurs que t'as mangé de dîner chaud. Mais vas-y, continue de penser que c'est moi le problème. Tu crois que t'es malin avec tes petits jeux de tribunal et ta foutue bagnole ?» Fiona a pris une gorgée et a vacillé. « Je suis venu te dire à quel point t'es pathétique. » Mission accomplie, ai-je répondu en sortant mon téléphone pour composer le 911. Tu es ivre sur ma propriété et tu violes l'avis d'interdiction du mois dernier. Tu peux pas appeler les flics sur moi. On est restés ensemble 3 ans. Bien sûr. Le standard du 911 a décroché à la 2e sonnerie. J'ai donné mon adresse, expliqué qu'une personne en état d'ivresse s'était introduite, harcelait depuis des mois, et cité mon numéro de dossier existant. En entendant le mot dossier, Fiona a complètement pété un câble. Un numéro de dossier ? T'as carrément un dossier sur moi ? Mais t'es cinglé. Laura, sans lever les yeux de son siège, le genre de cinglé qui documente tout correctement. Tu devrais essayer. Personne t'a rien demandé. Laura s'est levée lentement, la clé a cliqué encore à la main. Pardon ? T'as dit quoi, là ? Le ton de Laura a suffi à faire reculer Fiona d'un pas, ce qui était assez drôle, vu que Laura mesure 1,63 m et Fiona au moins 1,70 m. Je voulais juste dire, non. Termine ta phrase. J'aimerais bien entendre ce que pense une femme qui trompe son fiancé puis le harcèle après coup. La voiture de police est arrivée pile à ce moment-là, gyrophare allumé mais sans sirène. 2 agents sont sortis et se sont approchés du garage. Bonsoir. On a reçu un appel pour un problème d'intrusion. J'ai tendu mon carnet d'incidents et résumé les faits. L'un des agents a feuilleté quelques pages et hoché la tête. Madame, avez-vous bu ce soir ? Fiona a essayé de cacher sa canette derrière son dos. Je suis juste venu chercher une clôture émotionnelle. Le 2e policier a levé un sourcil. En venant sans invitation à 21 h, avec de l'alcool, pour insulter les gens ? C'est lui qui a ruiné ma vie. Tout est de sa faute. Laura n'a pas pu s'empêcher, non, ta vie est ruinée parce que t'as trompé un homme qui payait ton mariage. Ce n'est pas sa faute, c'est juste les conséquences. Tu ne sais rien de moi. Je sais que t'es saoul, chez quelqu'un d'autre, un mardi à 21 h, en train d'hurler sur des gens qui t'ignorent. Le premier policier essayait de ne pas rire. Madame, je vais devoir vous faire passer un test de sobriété. Fiona a échoué lamentablement. Impossible de marcher droit, de toucher son nez, ou de réciter l'alphabet au-delà du monsieur l'éthylotest affichait un taux bien au-dessus de la limite légale. Vous êtes en état d'arrestation pour intrusion et ivresse publique. Pendant qu'il lui passait les menottes, Fiona s'est mise à pleurer et à hurler, tout ça, c'est de sa faute. Il m'a abandonné. Il m'a jamais apprécié. L'un des officiers m'a regardé pendant que son collègue la mettait dans la voiture. Les affaires domestiques, c'est jamais agréable. Mais votre dossier nous a facilité le travail. Elle passera la nuit au poste du comté et sera libérée demain avec une convocation au tribunal. Après leur départ, Laura et moi sommes restés un moment dans le garage, écoutant le moteur de la Challenger tourner au ralenti. Elle a repris sa clé et a fini de fixer le siège. Eh bien, a-t-elle dit sans lever la tête, c'était divertissant. Ouais. Carrément. J'ai souri. Folle alliée. Laura a serré le dernier boulon, tapoté le siège et s'est redressée. Voilà. Tu veux l'essayer ? On a roulé une 20aine de minutes dans le quartier, fenêtres ouvertes, le 340 grondant à travers l'échappement. La voiture tournait parfaitement. Comme quoi,
La meilleure vengeance, c'est de bien vivre et d'avoir à ses côtés quelqu'un qui apprécie le vrai travail bien fait. Fiona disait qu'elle m'oublierait en une semaine. Mais c'est elle qui, visiblement, n'arrive toujours pas à tourner la page.